que je voudrais vous dire, c'est que le monde va mieux que ce que vous pensez. Alors, quand je dis ça, je ne vous fais pas un procès d'intention. Il y a quelques mois, un institut de sondage britannique qui s'appelle YouGov, qui est très connu dans le monde anglo-saxon, a demandé à des échantillons représentatifs de la population dans un certain nombre de pays occidentaux si ils pensaient que la situation du monde s'améliorait. Et la surprise, ça a été de constater que même dans des pays qui sont des pays heureux, qui ont une situation économique et sociale favorable, avec des États-providence qui fonctionnent bien, une démocratie qui fonctionne bien, on pense aux pays scandinaves par exemple, et bien même dans ces pays-là, il y avait une très grande majorité de personnes pour répondre que la situation du monde ne s'améliorait pas, mais se dégradait. Alors en France, vous le savez, comme souvent dans ce type de classement, nous étions en queue de classement, et vous n'aviez que 3% des Français qui considéraient que la situation du monde s'améliore. Alors c'est intéressant, me semble-t-il, à deux titres. C'est intéressant déjà parce qu'en soi, je pense que ça explique beaucoup de choses. Ces 3%, le fait que 97% des gens considèrent que la situation du monde se dégrade, je trouve que c'est quelque chose, notamment pour vous qui dirigez des entreprises, c'est un fait en soi qu'il faut avoir en tête, mais ce qui est aussi très intéressant et important, c'est de savoir qui se trompe et pourquoi il se trompe. Parce que la situation du monde, non seulement elle s'améliore, mais quel que soit le type d'indicateur que vous preniez des indicateurs économiques, que vous preniez des indicateurs sociaux, que vous preniez des indicateurs qui concernent la santé publique, la liberté, la sécurité, tous ces indicateurs n'ont jamais été aussi bons qu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ceux qui nous expliquent en permanence que c'était mieux avant, non seulement nous disent quelque chose qui ne nous sert à rien, mais en plus disent quelque chose par méconnaissance, par défaut d'information, quelque chose qui est radicalement faux. Vous avez eu ces dernières années beaucoup de gens, beaucoup d'historiens, beaucoup d'économistes, beaucoup d'universitaires qui ont monté des chaires, des centres de recherche pour essayer de mesurer l'état du monde et pour essayer de comprendre, mais précisément, où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui dans les domaines que j'ai cités, les domaines économiques, sociaux, environnementaux, politiques, tout ce que vous voulez. Et je pourrais vous donner quelques noms, je vous en donne quelques-uns d'ailleurs rapidement, pour que vous puissiez éventuellement vous y référer et pour que vous puissiez vous convaincre que ce que je suis en train de vous dire ne relève pas d'une impression, mais repose sur des faits qui sont scientifiquement et le plus objectivement possible établis. L'objectivité absolue est quelque chose qui n'existe pas, mais enfin, un chiffre reste toujours plus objectif qu'une simple impression. Johan Norberg, qui est suédois, Max Roser, qui est allemand, mais aujourd'hui à l'université d'Oxford, et puis sans doute à nouveau dans une université allemande suite aux décisions politiques de nos amis anglais, que je déconseille de suivre de ce point de vue-là. Steven Pinker, qui travaille sur les questions de sécurité. Tous ces gens-là vous disent que, par exemple, dans le domaine économique, le revenu moyen dans le monde n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. La pauvreté n'a jamais été aussi faible. Si vous regardez ce que l'on appelle le taux de pauvreté extrême, c'est-à-dire la part des gens qui vivent avec moins de $2 par jour, ce qui est un seuil de pauvreté extrême qui n'est pas du tout quelque chose qui a été choisi de façon arbitraire, mais qui a été choisi, qui a été étudié, qui a été choisi par des nutritionnistes, par des médecins, qui est le seuil de revenu à partir duquel on peut non pas vivre, ce serait excessif de dire ça, mais survivre. Cette part, elle n'a jamais été aussi faible dans l'histoire de l'humanité. Elle était de 90% en 1800. En 1800, 90% des gens vivaient dans une situation de pauvreté extrême. Aujourd'hui, dans le monde, ils sont 10%. Donc, en 2 siècles, on a réussi à faire en sorte que la pauvreté extrême devienne quelque chose d'incroyablement marginal. Et au rythme de la baisse, parce que ce chiffre continue de baisser, notre génération est la première qui verra l'extinction de ce phénomène de pauvreté extrême. Si vous prenez la Chine, qui est le pays qui a connu dans ce domaine l'évolution la plus spectaculaire ces dernières années, on est passé entre 1980 et aujourd'hui, je ne prends pas 1980 au hasard, c'est parce que vous savez que les réformes en Chine ont été lancées par Deng Xiaoping en 1979. 1979, c'est vraiment le tournant chinois. Et bien, en Chine, entre 1980 et aujourd'hui, ce taux de pauvreté extrême est passé de 85% de la population à un peu plus de 10% de la population. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'en 30 ans, la Chine a accompli ce que le monde entier
a accompli en 2 siècles, et ce qui vous donne une idée de l'accélération qui est en cours sur ces sujets. Si vous prenez l'espérance de vie à la naissance, elle n'a bien évidemment jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui dans le monde, avec un mouvement de convergence, hein, c'est-à-dire qu'elle progresse beaucoup plus vite dans les pays pauvres, dans les pays dans lesquels elle était plus basse au départ, et donc il y a un mouvement de convergence aujourd'hui vers 80 ans. Alors il y a quelques pays dans lesquels elle diminue, les États-Unis pour des raisons qui sont liées au mode de vie, en France depuis 2 ans pour des raisons qui ne sont pas du tout liées au fait, j'entends dire parfois, la pollution, ce qu'on mange, etc. Je ne pense pas que la pollution soit bonne, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ce qui a fait baisser l'espérance de vie ces 2 dernières années, c'est la diminution de la couverture vaccinale, notamment dans le domaine de la grippe. Donc c'est quelque chose qui n'est pas lié à l'époque, mais au fait que nos concitoyens ont tellement peur du progrès qu'ils le refusent et préfèrent mourir. Vous avez, depuis le début de la saison, depuis le début de l'hiver, 2016-2017, 25 000 morts en France liés à la grippe. Et l'espérance de vie dans le monde, elle continue d'augmenter, et la revue Nature nous a confirmé ces dernières semaines que nous nous dirigions vers les 90 ans. Dans le domaine des libertés, il n'y a jamais eu autant de personnes libres politiquement dans le monde qu'aujourd'hui. À peu près 50% des humains vivent dans des démocraties. Alors c'est vrai que c'est un chiffre qui a eu tendance à stagner ces dernières années, notamment parce que 2 grands pays, 2 pays très peuplés, la Russie et la Turquie, qui s'étaient ouverts ces 20 dernières années, ont cessé de s'ouvrir, et donc l'indice de liberté a cessé de progresser, mais néanmoins il n'y a jamais eu autant de gens qui vivent dans une situation de liberté qu'aujourd'hui. Et même si vous regardez, et je sais très bien que ça peut choquer certains d'entre vous, puisqu'il y a eu les attentats, l'attentat de Londres hier, puisqu'il y a eu une tentative d'attentat cet après-midi à Anvers, mais même quand vous regardez les chiffres de la sécurité, et en particulier les chiffres liés au terrorisme, vous voyez que nous sommes à des niveaux qui sont bas. Si vous prenez l'Europe de l'Ouest, j'ai parlé jusqu'ici du monde, mais si vous prenez l'Europe de l'Ouest, il y a, depuis 2 ou 3 ans, depuis les attentats de Charlie, il y a entre 150 et 200 morts liés au terrorisme en Europe de l'Ouest, tous les ans, dans les années 60 ou 70, une référence que je prends à dessein, puisqu'on nous explique partout que c'était des années absolument merveilleuses, extraordinaires, les années 60-70, la croissance, la libération sexuelle, la sécurité. Ben, il y avait 400 morts liés au terrorisme tous les ans en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire que le terrorisme tuait dans nos pays plus de 2 fois plus qu'aujourd'hui. Ce qui ne veut pas du tout dire que nous ne devions pas lutter très durement contre le terrorisme. Je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais en même temps, notre rôle, c'est aussi d'essayer d'objectiver la situation du monde. 2016 est l'année de toute l'histoire de l'humanité, pendant laquelle vous avez eu le moins de conflits meurtriers dans le monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des problèmes, notamment dans des pays comme la France. Il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes de dette publique, de fiscalité, un peu trop lourde. Mais ces problèmes, j'y reviendrai dans quelques instants, ne sont pas liés à l'époque, mais ils sont liés à notre incapacité à les régler, alors même qu'en réalité, ce sont des problèmes qui ne sont pas très difficiles à régler. Et j'y reviendrai dans quelques instants. Ce que je voudrais vous dire avant ça, c'est que si le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui est un monde extrêmement accueillant, en tout cas plus accueillant qu'il ne l'a jamais été, ça n'est pas lié au hasard, c'est lié à la conjonction d'une liberté croissante et d'une croissance économique, d'une augmentation du niveau de vie. La démocratie libérale, au fond, le capitalisme associé à la démocratie, qui ont permis de faire en sorte que nous soyons aujourd'hui, en moyenne, plus aisés que jamais, que nous vivions longtemps et dans des conditions de sécurité qui n'ont jamais été, en réalité, aussi bonnes, en tout cas si on prend un peu de recul. Et ces progrès sont liés à l'innovation. Toute l'histoire de l'humanité est une histoire d'innovation. D'ailleurs, vous vous en rendez compte quand vous visitez n'importe quel musée préhistorique, même un petit, dans une petite ville de province, vous voyez qu'on a toujours essayé de construire des armes, des outils, des récipients, c'est-à-dire des choses qui nous permettent de nous extraire de notre situation naturelle, de notre situation sauvage, pour essayer d'améliorer le monde, pour essayer d'améliorer notre situation matérielle en construisant le monde. C'est ce que l'on appelle le travail, j'y reviendrai aussi, mais qui est propre à l'espèce humaine. Et quand vous regardez l'innovation depuis très longtemps,
vous voyez que cette innovation, en réalité, elle est cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des grands moments d'innovation. Bien évidemment, prenez n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité, vous arriverez toujours à trouver des innovations, des produits nouveaux, des services nouveaux, des façons nouvelles de se déplacer, de faire de la finance, de faire de la distribution, du commerce, tout ce que vous voulez. Mais il y a des moments où l'innovation se concentre. Ça a été très bien décrit par un immense économiste du XXe siècle, de la première partie du XXe siècle, qui s'appelait Joseph Schumpeter, dont vous avez entendu parler, un économiste autrichien, qui avait fini sa carrière aux États-Unis, puisqu'il avait été chassé par les nazis et les Américains, à l'époque, étaient gouvernés par des gens intelligents, et donc faisait venir les gens au lieu de les faire partir. Et il a terminé sa carrière à Harvard, et Schumpeter avait parfaitement identifié le fait qu'il y avait des grands cycles d'innovation. Alors, tous les économistes ont essayé de comptabiliser ces grands cycles d'innovation. Je me suis aussi essayé à cet exercice qui est un peu futile et qui, très honnêtement, relève du pur exercice intellectuel. Mais il est vrai que l'invention de l'agriculture, 10 000 ans à peu près, ça s'est étendu sur plusieurs milliers d'années, mais l'invention de l'agriculture, le passage de l'ère paléolithique à l'ère néolithique, l'Antiquité, le siècle de Périclès, le 5e siècle avant Jésus-Christ, la Renaissance, bien évidemment, la révolution industrielle à partir des années 1770, sont des moments qui ont été des moments de très grand progrès pour l'humanité, parce que c'était des grands moments d'innovation et d'ouverture. L'Antiquité, c'est le début de la mondialisation et le début